prix Nobel, c'est quoi? C'est, je dirais, la reconnaissance d'un travail de toute une équipe pour moi, avant tout. Certes, il y a deux noms qui sont mentionnés, mais pour moi, c'est pas ces deux noms, c'est l'ensemble d'une équipe qui a su se mobiliser, réagir très très vite au début des années 80 en réponse à l'émergence d'une maladie nouvellement identifiée et avec des compétences complémentaires, une synergie absolument extraordinaire entre cliniciens, chercheurs, virologistes du milieu hospitalier. Et je pense que c'est cet exemple qui est quelque part récompensé, qui correspond à ma vision, en tous les cas aujourd'hui, de la recherche. Cette recherche aujourd'hui, elle ne se fait pas seule dans un laboratoire, elle se fait par toute une équipe, un réseau d'équipes multidisciplinaires. Alors si on se replonge 25 ans à peu près en arrière, comment s'est passée l'identification du virus? Tout d'abord, il y avait, au début des années 80, cette maladie identifiée aux États-Unis, et puis quelques mois, l'année suivante, les premiers cas identifiés en France, notamment par plusieurs cliniciens, mais dont Willy Rosenbaum, qui, bien sûr, comme d'autres cliniciens, se posait la question, mais quel est l'agent responsable de ce virus? Et 82, eh bien, la plupart des familles de virus qui pouvaient être responsables ou associés à cette maladie avaient été recherchées par pas mal d'équipes, par exemple les virus des hépatites, les cytomégalovirus, les virus de la famille herpès, et aucun ne répondait réellement aux critères qu'il fallait pour être l'agent responsable de cette immunodéficience. Et donc, Willy est venu ici à Pasteur, aussi un petit peu sur les conseils de Françoise Brave-Vézinet, pour essayer de trouver des équipes de rétrovirologues qui pourraient s'intéresser à cette maladie. Pourquoi les rétrovirus? Eh bien, parce qu'à l'époque, il y avait un seul rétrovirus humain connu, le virus HTLV, découvert par l'équipe de Bob Gallo aux États-Unis, conjointement d'ailleurs avec une équipe de Japonais, et qu'on savait que ce rétrovirus HTLV, avait pour cible une population de globules blancs qu'on appelle les lymphocytes T. Or, dans la maladie SIDA, c'était une fraction de ces lymphocytes T qui disparaissaient, les lymphocytes TCD4+. Donc, premier argument pour penser peut-être à un rétrovirus. Deuxième argument, on savait que les chats, lorsqu'ils sont infectés par un virus de la leucémie du chat, à l'époque, eh bien souvent développent une immunodéficience et meurent de cette immunodéficience avant même de développer une leucémie. Donc c'était deux arguments qui posaient la question, est-ce qu'un rétrovirus ne serait pas impliqué dans cette affaire? Et donc Willy est venu nous voir, nous travaillions à l'époque avec Jean-Claude Sherman et Luc Montagnier sur les rétrovirus animaux et le lien entre ces rétrovirus et le cancer. Et donc on avait tous les outils en main pour essayer de rechercher un virus de cette famille dans cette maladie. Et quand Willy, Françoise Bras nous ont contactés, on a dit pourquoi pas, allons-y, voir si cette famille est impliquée. On a beaucoup discuté avec eux. Je crois qu'un des éléments qui a été important dans cette discussion, c'est premièrement de se dire, bon, ne nous plaçons pas pour le premier essai chez un malade qui a déjà un sida. Pourquoi? Parce qu'on savait que ces malades atteints de sida, ils n'avaient plus de lymphocytes T4. Or, si le virus était dans les T4, c'était le plus mauvais moment pour essayer de trouver le virus, puisqu'il n'y avait pratiquement plus de lymphocytes T4 chez ces patients. Et là, à ce moment-là, Willy nous a dit, mais bon, avant de développer un sida, ce qu'on voit souvent chez la plupart des patients, c'est qu'ils ont des ganglions partout. Et nous, on leur a dit, s'il y a des ganglions partout, ça, c'est une réaction contre une infection. Donc, ce virus, il doit être dans le ganglion. Et à ce moment-là, il nous a dit, bon, si je faisais une biopsie d'un ganglion d'un de mes patients, je pense à un patient en particulier, un jeune homosexuel qui voyage souvent aux États-Unis, et je vais lui demander s'il serait d'accord pour que je lui fasse une biopsie ganglionnaire pour rechercher l'agent responsable de sa maladie.
Et ce jeune malade a très gentiment accepté qu'on lui prélève un ganglion et en mois de janvier 1983, ce ganglion a été mis en culture ici à l'Institut Pasteur. Nous avons recherché la présence de cette enzyme caractéristique de la famille de rétrovirus qu'on appelle la reverse transcriptase et quelques semaines plus tard, aux alentours de 3 semaines plus tard, on avait la détection pour la première fois d'une activité reverse transcriptase dans la culture à partir de ce patient. Donc c'était les premiers signes, bien sûr, c'était le début d'une grande aventure, je dirais, c'était pas parce qu'on détectait une activité de ce type que c'était la preuve que l'agent était responsable du sida, et tous les mois, les semaines et les mois après cette détection ont été consacrés à essayer de faire le lien entre ce virus et la maladie sida, mettre en place des tests de diagnostic qui nous permettaient de faire des enquêtes sérologiques à large échelle, essayer de voir si le lymphocyte T4 était bien la cible de ce virus, et la réponse était oui. Et en plus, on voyait en culture que le lymphocyte T4, quand il était affecté, il mourait. Donc c'était un faisceau d'arguments qui allaient tous dans le même sens, d'un lien entre ce virus et la maladie sida à proprement parler. Comment est-ce que vous avez su que ce n'était pas le fameux HTLV1 de Robert Gallo? Il y avait plusieurs arguments, je dirais, dans le papier de Science de mai 83 déjà, qui étaient en faveur d'un virus qui n'était pas de la famille HTLV. Premièrement, la morphologie de ce virus sous le microscope électronique par Charlie Doguet ici à Pasteur, qui montrait que ça ne ressemblait pas à un HTLV. Un virus HTLV sous le microscope, il a une structure que l'on voit avec un noyau très central. Or, le virus LAV, comme vous dites à l'époque, avait un tout petit noyau très excentré qui ne ressemblait pas du tout à la famille des HTLV. Bon, ça, c'était la première observation, je dirais. Deuxième observation qui nous paraissait aussi importante et qui posait question, c'est quand on a isolé ce virus, bon, il se trouve que Jean-Claude Sherman connaissait très bien Bob Gallo, et avec Montagnier, ils ont appelé Bob Gallo en lui disant « Bob, voilà, on vient de détecter un virus, on se demande si ce virus est de la famille ou pas des HTLV. Bon, il ne ressemble pas trop à un HTLV. Au lieu de transformer les cellules, il ne les transforme pas, mais il les tue. Donc, on voudrait avoir, si c'est possible, des réactifs spécifiques de HTLV, des anticorps par exemple, ou des protéines de HTLV, pour comparer le virus que l'on a dans nos cultures au HTLV. Et Bob Gallo a dit tout de suite, pas de problème, je vous envoie les réactifs en question, d'autant plus que votre histoire m'intéresse, étant donné que moi aussi je travaille sur cette maladie et que je pense que c'est un HTLV qui est responsable de cette maladie. Donc il nous a envoyé les réactifs en question. Et au début, par des tests à la fois d'immunofluorescence et puis de précipitation immunologique des protéines, avec les réactifs envoyés par Bob Gallo, nous avons pu voir que en fait, les réactions étaient extrêmement faibles avec HTLV, les réactifs HTLV, d'où un argument supplémentaire qui pour nous était très fort, que ce n'était pas HTLV du tout, et que c'était un virus qui probablement appartenait à une autre famille, qui morphologiquement n'était pas sans nous rappeler, c'était dès le mois de mai, à nous faire penser à la famille des virus Visna, c'est-à-dire les lentivirus. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez conscience qu'une épidémie démarrait? On n'avait certainement pas conscience de l'ampleur de l'épidémie que l'on connaît aujourd'hui. On avait l'impression que bon, c'était quelque chose d'important, qu'il y avait effectivement l'émergence de cette maladie dans différentes populations. Vous savez, à l'époque, on parlait de ces fameuses populations à risque, qui étaient les homosexuels, les hémophiles et les héroïnomanes, les drogués. On a même parlé à une époque de la maladie des 4H, on y ajoutait les Haïtiens. On avait complètement occulté et oublié à l'époque qu'il y avait un 5e H qui manquait, qui était la population hétérosexuelle, c'est-à-dire chacun d'entre nous. Et ça n'est qu'un peu plus tard qu'on a connu l'ampleur de l'épidémie en Afrique notamment,
et puis l'ampleur de l'épidémie sur beaucoup plus de continents. Donc c'est sûr qu'à l'époque, on savait que c'était important, on pensait très naïvement qu'avec la découverte du virus, la caractérisation du virus, bon, on allait pouvoir développer assez vite une thérapeutique, des tests de diagnostic. Premièrement, ça c'est ce qu'on a fait pour essayer d'éviter la contamination, notamment par le sang. Ensuite, qu'il y aurait des tests, des traitements, et puis que ça serait facile de faire un vaccin. Bon, on était très, très, très naïfs par rapport à la complexité de ce virus. Alors 25 ans après, aujourd'hui on sait que la recherche a enregistré certains succès, mais aussi beaucoup d'échecs évidemment dans la lutte contre le sida. Où en sont les recherches actuelles dans votre laboratoire et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de débloquer la situation? Bon, je pense que beaucoup d'échecs, je ne serais pas aussi pessimiste que vous, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de succès avec les traitements qui apportent aujourd'hui un bénéfice évident pour les patients. Je pense que surtout l'échec, c'est l'échec de la recherche vaccinale. 25 ans après, il n'y a toujours pas de candidat vaccin prometteur. Et l'année dernière, à la fin de l'année dernière, il y a eu un échec supplémentaire avec un candidat vaccin que beaucoup pensaient être un excellent candidat vaccin. Moi, personnellement, je ne considère pas cet échec de l'année dernière comme un échec, mais au contraire comme un succès, dans le sens où, enfin, la communauté scientifique et médicale s'est réveillée en disant, bon, eh ben, il faut qu'on relève nos manches et qu'on retourne à de la recherche fondamentale pure et dure pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qu'il faut induire avec ce virus particulier pour obtenir une protection. Ça, on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'il faut induire pour avoir une protection aujourd'hui dans l'infection VIH. Et on sait qu'on est pris de vitesse par un virus qui, justement, lui, s'attaque à notre défense immunitaire, justement à ces cellules qui sont là pour nous défendre. Donc, il y a encore énormément de recherches qui sont nécessaires aujourd'hui pour comprendre très tôt après l'exposition au virus quels sont tous les mécanismes précis, fins, que ce virus est capable de déréguler dans le corps humain pour que ce corps humain soit totalement incapable de se défendre contre cette infection. Quels sont les signaux qu'il faut induire pour, à l'inverse, avoir une protection contre cette infection elle-même, ou voire contre l'évolution vers un sida à proprement parler, c'est-à-dire un vaccin thérapeutique, entre guillemets. Moi, mes recherches dans l'unité, elles sont un petit peu orientées vers cette voie aujourd'hui, justement, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faut induire pour avoir une protection contre l'infection ou contre l'évolution vers la maladie sida à proprement parler, en utilisant différents modèles d'études. Par exemple, ces rares cas de patients exposés non infectés par le virus du sida, ou encore ces très rares cas de personnes qui sont infectées par le VIH depuis plus de 15 ans, qui contrôlent parfaitement bien la multiplication du virus dans leur corps sans aucune thérapeutique. Et donc d'essayer de savoir qu'est-ce que ces gens-là ont de différent que la majorité des patients qui malheureusement évoluent vers un sida. Ou encore d'utiliser des modèles comme les modèles des singes d'Afrique, qui sont des singes qui sont porteurs du virus du sida, un virus très proche du virus humain, et qui ne développent pas la maladie sida à proprement parler. Quels sont les mécanismes chez ces singes qui expliquent pourquoi ils n'ont pas de sida. Donc voilà les grandes orientations de mon équipe, qui sont des orientations à terme à visée vaccinale, pour pouvoir définir dans le futur de nouvelles stratégies vaccinales de demain. Alors, au dernier G8, pour la première fois, en fait, on n'a pas parlé du sida. Et puis on sait aujourd'hui qu'un certain nombre de compagnies pharmaceutiques se désengagent un petit peu de la recherche justement sur un candidat vaccin. Est-ce que les moyens de cette recherche, que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, sont là? Écoutez, les moyens, il va en falloir. Hein. Il va en falloir de façon importante, puisque à la fois, il faut des moyens pour cette recherche fondamentale dont je viens de parler,
Mais il faut, une fois qu'on aura défini de nouvelles stratégies vaccinales, ces stratégies vaccinales, il va falloir à la fois passer par des tests précliniques chez l'animal, des expérimentations qui coûtent très très cher chez l'animal si on veut qu'elles soient bien faites. Les tests chez l'animal, je dirais, doivent être faits dans des conditions assez similaires aux essais vaccinaux chez l'homme si on veut pouvoir tirer des conclusions précises de ces études chez l'animal. Et ensuite, il faut passer justement à ces essais vaccinaux chez l'homme, qui sont également très très chers, très coûteux. Donc bien sûr qu'il faut se projeter tout de suite sur les besoins de la recherche pour essayer au moins de répondre à la question oui ou non un vaccin est possible. Et il faut aussi amener dans le domaine de la recherche sur le sida des nouveaux chercheurs venant de disciplines différentes des nôtres, avec leurs idées nouvelles, et en particulier des jeunes chercheurs avec un esprit innovateur, créatif, qui vont découvrir ce monde du sida et qui vont peut-être nous apporter la clé à toutes ces questions que l'on se pose et que finalement on ne voit nous peut-être plus parce que nous sommes impliqués depuis 25 ans dans cette recherche sur le sida. Et donc cette interaction proche entre des naïfs, je dirais, du milieu du sida et les vieux du milieu du sida peut être, à mon avis, extrêmement productif dans l'avenir. Mais ces jeunes chercheurs, pour autant, il faut pouvoir les recruter et les payer. On a toujours dit que vous étiez une chercheuse engagée sur le terrain, militante, qui essayait de ne pas perdre le contact avec la réalité de cette maladie. Est-ce que aujourd'hui vous continuez comme ça sur le terrain? Bien sûr, pour moi c'est quelque chose d'extrêmement important. Je dirais qui date depuis mes premiers contacts dans les débuts des années 80 avec les malades. C'est vrai que pour un chercheur dans son laboratoire, c'est un peu rare pour un scientifique de se retrouver face à des malades, plutôt les cliniciens qui se retrouvent face à ces malades. Et ce sida, je dirais, a fait que les malades arrivaient à l'Institut Pasteur au début des années 83 pour nous poser des questions. C'est quoi ce virus? Comment vous allez trouver une parade contre ce virus? Ils voulaient comprendre. Et donc, de notre côté, toute une discussion s'engageait avec eux sur leur ressenti par rapport à la maladie sida. Et très tôt, personnellement, j'ai beaucoup bénéficié de ces échanges avec ces malades. Et j'en bénéficie toujours parce que ce sont eux qui, à la fois, nous font part de leurs attentes, de leurs ressentis, et donc qui nous permettent d'orienter nos recherches d'une façon, à mon avis, complètement différente que celle que l'on peut faire quand on n'a pas ce contact direct avec les patients. Donc c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, avec les malades ici, mais aussi avec les malades des pays du Sud. Depuis la moitié des années 80, j'ai eu la chance, je dirais, de rencontrer le continent africain, de m'apercevoir d'abord qu'il y avait malheureusement beaucoup de malades touchés là-bas, qu'il y avait ces malades, des médecins qui travaillaient dans des conditions absolument épouvantables, qui n'avaient souvent même pas le moindre médicament pour calmer la douleur des malades au dernier moment de leur vie, si ce n'est que de tenir la main de leurs malades pour les aider à partir. Je pense que quand on a vu ça sous ses yeux, eh bien, d'abord, on a un sentiment de responsabilité immense vis-à-vis de ces malades, vis-à-vis de ces médecins, vis-à-vis du contexte dans sa globalité de ces pays pauvres. On voit la vie différemment, on relativise les problèmes du Nord, je dirais, pour essayer de se battre avec eux, pour qu'il y ait des efforts internationaux et qui leur permettent l'accès aux soins, l'accès au traitement aujourd'hui, qui apporte un bénéfice et qui doit apporter un bénéfice à tous les malades du monde entier pour demain.